Moi, j'ai construit mon poste. Mon chef, à l'époque, m'a fait confiance, tout était manuel et la bascule est arrivée quand on s'est dit on crée une équipe, on met en place des processus, des outils et donc on prend de l'expérience. Aujourd'hui, c'est une machine qui le fait, mais il y a un trésorier derrière qui doit analyser tout ça et trouver de la cohérence en tout ça. C'est pour ça que le trésorier ne sera jamais remplacé, je pense, par une machine. Maintenant, moi, personnellement, je ne sais pas vous dire qu'est-ce que je ferai demain parce que c'est tellement changeant tout le temps. Moi, j'ai plein de réunions, mais ça peut être une réunion parce que je dois gérer un document juridique pour une banque ou je dois insister auprès de l'assureur parce qu'il y a une couverture qui n'est pas passée en Australie ou nous sommes au service des filiales, donc leurs problèmes sont les nôtres. Qui dit trésorier dit aussi responsabilité sur tout ce qui est fraude. Nous avons été les premiers à avoir été confrontés à la fraude au président. Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode du podcast L'entretien Berthois Conseil, dédié au métier de directeur de la trésorerie. J'ai le plaisir de recevoir à ce micro Romy Tognon-Ribeiro, responsable trésorerie et credit management du groupe Rexel. Ensemble, nous allons échanger autour de 3 thématiques principales, la fonction et les compétences associées au métier, la gestion de carrière, puis le recrutement dans ces métiers. Romy, bonjour. Bonjour. Je suis ravi de te recevoir. Comment vas-tu ? Très bien, je suis contente d'être là. Parfait, merci beaucoup. Nous avions eu la chance de nous croiser sur un tout autre projet il y a plusieurs années maintenant. J'avais rapidement été frappé par la passion que tu exprimais dans ton métier. Et à l'heure où on a de nombreuses personnes aujourd'hui qui se posent des questions sur leur carrière et leur difficulté à trouver un emploi qui leur correspond, j'ai immédiatement pensé à toi pour incarner en tout cas ce métier de responsable de la trésorerie dans ce tout premier épisode du podcast. Pour les auditeurs qui ont la chance de te découvrir aujourd'hui, est-ce que tu peux te présenter, me parler un petit peu de ton parcours dans un premier temps ? Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc, je suis italienne, d'où mon accent. Donc, désolée, je n'arrive pas à l'améliorer après 18 ans en France. Donc, j'ai fait toutes mes études en Italie. J'ai commencé avec la faculté d'économie, que j'ai complété après avec un Master 2 ici en France, à Paris, en audit interne. Donc, mon rêve était d'être expert comptable. C'est ce que je voulais quand j'ai fini mes études. La vie a fait que je suis ici en France. Je suis arrivée il y a 18 ans et donc, j'ai dû revoir un petit peu ma carrière. J'ai commencé chez Christian Dior comme credit collector. Donc, c'est un métier à aller chercher de l'argent chez les mauvais payeurs, c'était les Italiens. Ensuite, j'ai continué ma carrière chez Murex, qui est une entreprise qui faisait à l'époque 500 millions de chiffre d'affaires dans le trading, logiciel de trading. J'étais comptable, trésorier, contrôle gestion. Je suis restée 1 an et demi et c'est là que j'ai connu la trésorerie, donc certes petite entre guillemets entreprise. Et je suis arrivée dans mon actuelle entreprise qui s'appelle Rexel, où je suis depuis presque 16 ans, dans un vrai département de trésorerie. Et voilà, je suis rentrée comme trésorier junior et j'ai fait mon parcours. Je pense qu'on en parlera tout de suite après. Super. Et alors du coup, dans ce parcours, trésorier junior, la bascule vers des postes plutôt de management, elle se fait à quel moment ? Alors, je suis rentrée, il y avait tout à faire chez Rexel. Je rappelle juste, Rexel, c'est une entreprise B2B qui distribue du matériel électrique. Donc, aujourd'hui, on fait environ 20 milliards de chiffres d'affaires, donc dans 21 pays. Et donc, on achète de nos fournisseurs, on revend à nos clients. Nous sommes distributeurs. Je suis arrivée où il n'y avait rien, tout était manuel. La bascule, ça s'est fait avec, c'est un parcours de circonstances et aussi d'expérience. Donc, moi, j'ai construit mon poste. Mon chef, à l'époque, m'a fait confiance, tout était manuel et la bascule est arrivée quand on s'est dit on crée une équipe, on met en place des processus, des outils et donc on prend de l'expérience. D'accord. Et alors, finalement, tu as un début de carrière un peu polymorphe, comptabilité, trésorerie, un petit peu d'audit, contrôle de gestion. Qu'est-ce qui t'a attiré dans le métier de trésorier ? C'est un métier merveilleux. Donc, peut-être je vais t'expliquer comment ça marche chez nous, les départements, comme ça on y arrive naturellement. Donc, moi, je suis rattachée au directeur financement et trésorerie qui, lui, il a 5-6 services. Donc, il a aussi la fiscalité, il a la trésorerie cash management, les crédits management, les financements structurés et les assurances. D'accord.
Donc, j'ai une équipe de 7 personnes et je gère les 2 pôles, crédit management et trésorerie. D'accord. Donc, dans la trésorerie, il y a deux gros blocs. On a la trésorerie groupe où on traite les cash pooling, la centralisation des liquidités, l'aide aux filiales, la mise en place des logiciels, des processus, les règles, la compliance, beaucoup de travaux avec l'audit interne. Donc, il y a beaucoup de projets transversaux avec d'autres départements. Et j'ai aussi, donc j'ai pris en 2015, donc 6 ans après, ça fait un peu partie de l'évolution d'un trésorier, la gestion vraiment directe d'une filiale qui m'est rattachée en termes de trésorerie, où c'est un autre métier, c'est savoir gérer les prévisions, les construire, regarder si nous pouvons payer les fournisseurs, quand est-ce que nous allons encaisser, les gestions des agences en direct avec D'accord. les terminaux de paiement, etc., etc. Et le pôle crédit management, qui est là tout autre métier, c'est décentralisé, où on met en place ces règles pour aider les filiales à prendre des décisions pour octroyer du crédit à nos clients. D'accord. Un client qui achète aujourd'hui, on livre aujourd'hui, mais il peut payer à 45-60 jours. Et comment lui faire confiance, voir son profil de risque. Donc, il faut savoir avoir une analyse, une capacité d'analyse financière. OK. Donc tout ça, effectivement, ça a été construit au cours des 15 années. Ça, c'est un petit peu les objectifs de ton département. Aujourd'hui, si tu dois regarder un petit peu les 3-4 tâches qui vont te prendre 80% de ton temps, est-ce que tu pourrais mettre le doigt un petit peu sur voilà, ces aspects très, très chronophages et peut-être un peu récurrents aussi dans le temps? Et ben, donc, effectivement, là, ce qui me prend beaucoup de temps, c'est le management. D'accord, pas Parce surprenant. qu'on rentre trésorier junior. Petit à petit, comme j'avais dit, on construit notre équipe. Mais c'est pas juste un manager, il n'est pas juste là pour avoir un titre, mais c'est aussi faire la cohésion des équipes, rester avec eux, leur expliquer les choses, mais après les laisser autonomes, leur faire confiance et faire qu'on on est en famille parce qu'on passe 8, 9, 10 heures au travail. Donc, c'est très important que les gens s'entendent les uns avec les autres. Ensuite, on a le métier de responsabilité et superviser la liquidité. Certes, j'ai une équipe qui fait la partie opérationnelle. D'accord. Mon travail, c'est m'assurer que je peux faire face à mes engagements. Donc, je peux payer mes fournisseurs, mes contreparties. Et donc, je peux honorer mes engagements avec les banques. Et aussi, j'ai assez de liquidité suite aux encaissements. Et donc, savoir dans une semaine, dans un mois, dans 6 mois, si je peux faire telle acquisition, si je peux débourser tel montant pour autre chose. Donc, je suis garante de la liquidité de l'entreprise. Et donc pour ça, vous avez un système de rolling forecast. Vous avez des projections sur combien de temps à peu près? Un mois, ou un trésorier, il y arrive, en tout cas dans mon secteur, c'est D'accord. un mois, j'arrive à le faire très bien. OK. Mais ça, c'est depuis 5 ans que j'arrive à le faire très bien, ce n'était pas avant, donc ça s'est construit. Les Covid m'a beaucoup aidé, nous a beaucoup aidé dans l'équipe parce qu'on a dû sortir des prévisions flash et on ne savait pas les faire avant. Donc, merci aussi au Covid. Il y a du mauvais, mais il y a aussi du bon. Et ça passait peut-être par une mise à jour de vos systèmes d'information quand tu dis que vous n'étiez pas c'était capable de le faire? Excel avant. Ah oui, d'accord, Excel. OK. Donc, on demandait des informations aux filiales et on remplissait l'Excel. Maintenant, tout est automatisé. D'accord. Maintenant, tout est dans un logiciel. Les filiales rentrent leurs données. La machine, mon projet, c'est aussi faire du machine learning avec l'intelligence artificielle. Donc, aujourd'hui, c'est une machine qui le fait, mais il y a un trésorier derrière qui doit analyser tout ça D'accord. et trouver de la cohérence en tout ça. C'est pour ça que le trésorier ne sera jamais remplacé, je pense, par une machine. Donc vous arrivez à anticiper finalement les besoins de cash avant que vos filiales vous remontent les besoins? Presque? Oui. C'est ce à quoi vous aimeriez arriver? Sur un mois, on OK. peut le faire. Après, les 6 mois, c'est les contrôles de gestion qui rentrent en jeu, avec des budgets, etc. Mais ça, encore une fois, c'est dans mon secteur d'activité. Peut-être dans l'industrie où il y a plus de projets que du récurrent, c'est différent. Peut-être plus simple, d'accord. Et alors, du coup, non, pas plus simple, Non, différent. pardon, C'est différent. jamais simple. Les prévisions, il n'y a rien de simple. Tu as raison. C'est horrible. Tu parlais des interactions avec le contrôle de gestion. Est-ce que ça fait partie peut-être des services avec lesquels tu as des interactions fréquentes, peut-être la comptabilité aussi, je ne sais pas un petit peu avec qui tu interagis aujourd'hui en interne? Avec tout le monde. Alors, la comptabilité, certes, parce que toutes les opérations de trésorerie, financement, change, taux,
nous les initions et après sont comptabilisés, donc il faut leur expliquer. J'ai D'accord. mis en place des interfaces comptables, donc tout est envoyé automatiquement au logiciel comptable. Ensuite, avec l'audit interne, en ayant aussi le crédit management, nous allons, mon équipe part en mission dans les pays pour supporter les auditeurs internes parce que nous avons les compétences, nous sommes les métiers, donc nous allons vraiment vérifier ce que les pays font. Avec les départements juridiques, nous avons beaucoup de contrats avec les banques, que ce soit du financement, du cash management. Donc, ils nous aident à revoir les contrats et à être les garants que la partie juridique soit bien compliante. La compliance, de plus en plus. Les banques aujourd'hui demandent des KYC, ils veulent savoir, avoir beaucoup de documents. Donc, on travaille avec eux. Ensuite, les contrôles de gestion, c'est pour les budgets. D'accord. Et pour les prévisions de trésorerie, mais plus en version budgétaire. Et je travaille aussi avec le commerce de temps en temps, en ayant les crédits management. Qui dit crédit dit les commerces veulent faire un deal et le crédit manager décide si lui octroyer du crédit, donc le faire payer plus tard. Donc c'est un travail main dans la main. Est-ce que j'ai oublié de département Sûrement. D'accord. Bon, de toute façon, on a, je pense, les principaux. Et en externe, donc finalement, beaucoup les banques, les prêteurs, Alors, les les banques. marchés peut-être un petit peu. Alors, les banques, beaucoup les banques, elles nous prêtent, mais c'est en relation win-win. Donc, certes, elles nous prêtent, mais nous lui donnons side business. Ça fait partie de mon travail aussi. Servir, nourrir les banques qui nous prêtent. Donc, la relation bancaire, beaucoup. La relation avec les assureurs. En ayant la partie crédit, nous sommes assurés. En cas d'impayé de nos clients. D'accord. Les courtiers qui nous aident aussi dans cette relation avec l'assureur crédit. Et les éditeurs de logiciels, on a oublié ça, mais très important parce que tous ces systèmes sont mis en place effectivement par la trésorerie avec l'aide aussi du département informatique. Et donc, c'est en relation très forte avec les éditeurs de logiciels, de trésorerie et crédit management. D'accord. Donc, si je dois essayer de refaire un peu une map monde, tu as cette dimension finalement très management d'équipe, un aspect plus technique où finalement tu vas avoir à la main quand même le contrôle sur un certain nombre d'opérations en relation avec le contrôle de gestion pour la partie budgétaire, prévision. Voilà, une partie peut-être plus outils, projet de transformation, parce que je comprends qu'il y a quand même eu beaucoup de transformations sur les 15 dernières années chez Rexel, et puis une animation d'un réseau de tiers internes et externes qui vont te permettre de faire ton métier. Oui. Super. Est-ce que tu parlais de la spécificité de Rexel, tu y es depuis un peu plus de 15 ans, c'est que normalement ça se passe pas trop mal. Qu'est-ce qui fait que c'est particulier de faire de la gestion de trésorerie chez Rexel? C'est particulier. Je pense qu'il y a des spécificités dans tous les secteurs, mais je dirais qu'il faut, quand on écrit un programme de trésorerie, on part de rien normalement. Il faut mettre en place ces systèmes. Donc, une fois qu'on est arrivé à mettre en place tous ces systèmes, aujourd'hui on a une trésorerie centralisée. Donc, effectivement, on pourrait dire on a tout fait. Non, ce n'est pas vrai. Il faut aller chercher des choses innovantes. Pour vous dire, je vous ai parlé des prévisions. Moi, l'étape d'après, c'est brancher une machine ou quelque chose qu'aujourd'hui, je n'ai pas encore trouvé, qui prévoit ça tout seul avec les comportements passés de nos encaissements, de nos paiements, et qui puisse aider les trésoriers à devenir un stratège, pas seulement à faire des réconciliations bancaires le matin. Tout ça, ça doit se faire tout seul. Mais nous sommes là pour analyser les choses. Non mais alors, je reviens sur un point particulier. Tu parlais des réconciliations bancaires. Quand j'ai fait un petit peu d'audit, je me souviens que j'en ai revu quelques-unes, mais tu as dit que Rexel faisait du business dans 21 pays, pardon. Ça veut dire combien de comptes bancaires? J'imagine pas le nombre de rapprochements bancaires. Oui, il y a des centaines de comptes bancaires, mais il faut savoir que dans une trésorerie, soit vous centralisez le 100%, donc vos filiales, vous voulez déresponsabiliser complètement, ce n'est pas notre décision. Nous avons centralisé une centrale de paiement, mais tout ce qui est réconciliation bancaire, relations bancaires sur le day-to-day est resté dans les pays. Nous sommes dans une configuration où nous voulons laisser la responsabilité au pays. Donc, c'est eux qui payent leurs fournisseurs, c'est eux qui encaissent leurs clients.
Mais les liquidités à la fin de la journée remontent dans un cash pooling et c'est là que nous centralisons la liquidité. Nous donnons après des outils à la main de nos filiales, nous les mettons en place pour eux, mais c'est la filiale elle-même qui les gère. Donc, chaque pays fait sa réconciliation bancaire, mais D'accord. selon les règles que nous avons bâties. OK. J'imagine qu'il faut aussi peut-être un petit peu challenger les filiales. J'imagine qu'on ne se lève pas un matin en disant je vais aller voir le groupe et je vais leur dire que j'ai besoin d'un chèque de 10 millions. Les chèques n'existent plus en trésorerie. Mais une ligne de crédit, une ligne de financement. C'est pour ça de 10 que millions. nous avons mis en place un cash pooling. Donc, tous les comptes sont reliés à un compte central, une banque centrale, qui, toute seule, via des connexions, va voir quel est le solde à la fin de la matinée dans une filiale, chez la banque de nos filiales, et qui fait ce qu'on appelle un sweeping, un nivellement des comptes, et qui envoie l'argent en centrale. Donc, les trésoriers ne se réveilleront pas demain en m'appelant à 8 heures en disant « j'ai besoin de cash ». Non, tout ça, ça se fait tout seul. Après, bien sûr, il anticipe s'il a besoin de cash dans 3-4 jours. Il me dit « Romy, j'ai besoin de 60-70 millions ». Certes, il anticipe, mais maintenant, les systèmes font ça tout seuls. Okay. Il y a 10 ans, je ne vous aurais pas dit la même chose. Oui, j'imagine. Et alors, du coup, qu'est-ce que c'est le premier truc que tu fais le matin? Tu arrives au bureau, tu allumes ton ordinateur. Je prends un café avec mon équipe. D'accord. Je leur demande comment ça va. Et ensuite, je n'ai pas une fiche de poste aujourd'hui. Je l'avais effectivement quand j'étais trésorier opérationnel. Je peux vous dire, OK, on arrive, on fait la réconciliation bancaire. Maintenant, c'est la machine qui le fait tout seul. Donc, on fait les résidus de la réconciliation bancaire, on fait les interfaces pour la comptabilité, on regarde si on a assez d'argent pour, je ne sais pas, payer nos fournisseurs le lendemain. Et après, il y a des reporting, il y a beaucoup de reporting. Une fois par mois, on a un comité de trésorerie, il faut monter au DAF qu'est-ce que nous avons fait, quels sont les KPI. Maintenant, moi, personnellement, je ne sais pas vous dire qu'est-ce que je ferai demain parce que c'est tellement changeant tout le temps. Moi, j'ai plein de réunions, mais ça peut être une réunion parce que je dois gérer un document juridique pour une banque ou je dois insister auprès de l'assureur parce qu'il y a une couverture qui n'est pas passée en Australie ou nous sommes au service des filiales, donc leurs problèmes sont les nôtres. Je ne sais pas vous dire ce que je ferai demain. Si, je peux regarder mon agenda, mais c'est ça la beauté de mon métier. On découvre tout le temps. Donc, on s'adapte. On a toujours un œil où on regarde les personnes avec lesquelles on travaille pour être sûr qu'on est dans la bonne direction et que le job is done. Super. Est-ce que tu peux nous parler d'une réalisation ou d'un projet qui t'a marqué chez Rexel, de quelque chose qui a été un élément où tu t'es soit révélé effectivement dans ce projet-là, soit où tu t'es dit, tiens, ça c'est un élément qui fait avancer le problème de la gestion de trésorerie chez Rexel? Oui, comme je te l'ai dit, quand je suis arrivée donc, en 2008, il n'y avait rien. Donc, tout était, on devait faire un flux bancaire, donc payer quelque chose, c'était un coup de fil au banquier. Et une confirmation via fax. Maintenant, le fax, je l'ai toujours, mais c'est devenu quelque chose dans un musée. Je le garde toujours. Donc, en fait, c'est des milestones. Je ne peux pas dire un projet, mais le début du projet, oui, c'est ce qui me rend fière. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place un TMS, donc c'est un Treasury Management System, un outil. On n'avait pas d'outil. Tout était sur Excel, coup de fil et fax. Et des dossiers, des classeurs. Maintenant, je suis complètement paperless. Ça n'existe plus, les papiers chez nous. Donc, un système de trésorerie en place, une centrale de paiement. Donc, tout s'appelle une centrale de paiement SWIFT. D'accord. Toutes les filiales sont connectées à cette centrale et peuvent payer, se connecter aux banques via une centrale unique et pas avec leur web banking locaux. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a mis des outils anti-fraude. Alors, qui dit trésorier dit aussi responsabilité sur tout ce qui est fraude. Oui. Nous avons été les premiers à avoir été confrontés à la fraude au président. Donc, quelqu'un qui s'est fait passer par le président de la société, c'était il y a 12 ans, 14 ans maintenant, qui s'est fait passer par le président de la société et qui dit « Vire-moi X centaines de milliers d'euros dans tel endroit, je te fais confiance ». Ça s'appelle la fraude au président. Les sociétés encore, beaucoup ont été fraudées. Ils ont fait un film aussi sur ça au cinéma. Et donc, j'ai mis en place des outils anti-fraude, des outils qui vont contrôler la société qui est rattachée à un IBAN avant d'envoyer ça à la banque.
et qui lance un petit warning en disant attention, ce compte bancaire n'est pas rattaché à la société que tu veux payer. Mmh. Et ça, on est en train de le diffuser partout. Donc, je suis aussi... voilà, c'est un projet qui m'a beaucoup marqué parce que les trésoriers doivent vivre avec son temps. Donc, maintenant, les fraudeurs vont apprendre aussi de ça, vont s'améliorer. Il faudra aussi innover. Alors, c'est drôle que tu parles de ça parce que justement, la fraude au président, on en parlait déjà il y a peut-être 15-20 14 ans, ans. nous avons été précurseurs. Ouais, super. Bon, il faut parfois être précurseur dans des choses Ouais, où on n'aimerait pas l'être, exactement, mais au mais, moins comme ça sensibilise. Puis j'ai l'impression que ça s'est quand même un petit peu essoufflé, hein. Les escrocs ont trouvé d'autres autre chose. moyens, voilà, pour aller escroquer de l'argent. Et aujourd'hui, ça revient sur le devant de la scène avec justement, tu parlais de machine learning tout à l'heure, mais avec les progrès de l'IA, et ben en fait, on a aujourd'hui des deepfakes qui permettent d'aller justement renforcer les voix, etc., pour incarner le président de telle structure, Ou etc. les collègues, ou les Ou des chefs. collègues, Oui, oui. exactement. Et alors, comment est-ce que tu imagines, du coup, est-ce que tu penses que le système de contrôle que tu as mis en place à l'époque, aujourd'hui, il permet toujours d'aller dérouter, en tout cas, ces escrocs qui vont mettre ces nouveaux outils à profit? Est-ce que tu imagines voir les choses évoluer comment? Alors, ce système, je ne l'ai pas mis en place il y a 14 ans. Je l'ai mis en place il y a 5 ans déjà. D'accord. Ensuite, ce n'est pas que ce système qui va bloquer effectivement les fraudeurs. Ça, c'est un système qui va contrôler les RIB, etc. Mais si on veut passer outre ce système, on peut le faire. D'accord. Donc, ce qui est apparu récemment aussi, c'est les départements cybersécurité. Donc, chez nous, maintenant, tout ce qu'on fait est revu par les départements sécurité informatique. D'accord. Les outils que nous utilisons, même les contrats sont passés en revue par eux. Donc, les trésoriers travaillent aussi avec les départements cyber pour se renforcer sous ces aspects-là. Et ensuite, la sensibilité. Il faut beaucoup parler avec la communauté de trésoriers, comptables, tous les départements qui peuvent toucher à l'argent pour leur dire attention, vous ne recevrez jamais un message sur WhatsApp de la part de notre président, de la part de votre chef qui dit il y a quelque chose de très secret. Il n'y a pas de secret. S'il faut virer du cash, il y a double contrôle, il y a des contre-appels et tout ça. Donc, on le fait depuis des années. Maintenant, l'été arrive, j'enverrai un piqûre de rappel à tout le monde. Et ça se passe plutôt pas mal. D'accord. Très bien même. Vous avez des formations, peut-être? Tu parles de piqûres de rappel. Ça prend quel format? Est-ce que c'est des plénières, des formations qui sont dispensées, que tu animes éventuellement chez Rexel? C'est un peu tout. Alors, des emails, ça, c'est basique, classique, ça part depuis des années. Nous avons aussi des sites que nous avons bâtis chez Rexel où nous dispensons des formations, que ce soit la compliance, la cybersécurité, la trésorerie. Maintenant, j'ai pris même des licences sous des programmes avec des petits avatars qui sont un peu plus ludiques. Parce qu'envoyer des procédures, c'est un peu barbatif. Les pays n'en peuvent plus de tout ce qu'on leur demande et on le comprend très bien. Et donc, l'idée, c'est tous les lundis matins, envoyer quelque chose, 3-4 minutes, qui rappelle de façon ludique avec des petits quiz, avec parfois des petits cadeaux à la clé pour sensibiliser les gens, donner envie de regarder et apprendre qu'est-ce qui se passe dans les marchés. D'accord. Non, mais c'est sûr qu'il faut être tout le temps à la pointe des informations. Et donc, tu mentionnais notamment l'association des trésoriers, La FTE. la FTE. Je sais que tu en es membre. Ça fait partie des choses que vous partagez entre trésoriers. Il y a une communauté, une entraide, j'imagine, qui s'installe. Oui, très, très puissante cette communauté, effectivement, parce que ce sont des trésoriers comme moi. Et donc, il y a des commissions. Vous avez la commission monétique, la commission financement, commission cash management. Et on se rencontre, si on veut, toutes les semaines, tous les mois. Ça dépend de l'agenda que nous avons, pour échanger sur les bonnes pratiques, les benchmarks et brainstormer ensemble. Oui, absolument. C'est important. Et ça me fait penser un petit peu comment est-ce qu'on fait pour continuer à se former, pour rester à la pointe justement de ces avancées techno et des problématiques d'évolution, parce qu'il n'y a pas
tu es dans un secteur aussi où il y a beaucoup d'évolutions réglementaires, de contraintes. Tu parlais de l'environnement Swift tout à l'heure, etc. Comment on fait pour justement continuer à se former quand on est responsable de la trésorerie? C'est quand même, il n'y a plus beaucoup de personnes au-dessus de toi. Finalement, on attend à ce que ce soit toi qui impulse beaucoup d'éléments de formation vers tes équipes. Comment est-ce qu'on fait pour rester à la page et au dernier Mais ça fait partie des 3-4, comment dire, tâches qui nous incombent. C'est lire, écouter des podcasts, appeler les banques. Les banques, c'est une source importante D'accord. d'informations. Appeler les assureurs. Les économistes, de temps en temps, passent. On peut poser des questions. Oui, il faut être curieux. Donc, en fait, le mot magique, c'est ça, c'est la curiosité. Certes, si on arrive au bureau et on fait juste nos tâches et on ne regarde pas ce qui se passe à l'extérieur, non, on ne progresse pas. Donc, il faut être curieux, lire. On a toujours... Après, il ne faut pas se noyer non plus dans l'information. Hein. Il faut savoir où aller chercher, avoir les petits contacts chez les banquiers. Et voilà. Ok. Bon, toujours, on est dans un métier qui finalement, de plus en plus, s'éloigne de la technique pour rentrer dans du relationnel. Oui, non, la technique, on l'a toujours. Mais moi, je pense qu'il faut les deux. Il faut les deux. De toute manière, pour évoluer, je pense qu'effectivement, c'est nécessaire d'évoluer vers ça. C'est clair que quand on est responsable, on perd un peu plus la technique. On l'a fait avant. Donc, on fait confiance à nos équipes et on les forme sous des soft skills peut-être. Mais il faut quand même savoir qu'est-ce que l'équipe fait pour savoir le faire. C'est clair. Ok. Non, il y a ce fameux effectivement poste de backup technique où j'imagine que voilà, il faut transmettre le savoir, la formation, et ça passe par justement le incarner ce poste et ses responsabilités. On sent toujours beaucoup d'animation quand tu parles de ton métier. Toi, c'est quoi un petit peu les points qui vont contribuer à ton épanouissement professionnel, je devrais dire plutôt, et qui vont faire que tu t'éclates justement autant dans ce métier aujourd'hui? C'est le fait que ça change tout le temps. Comme je t'avais dit tout à l'heure, c'est pas verbatif, c'est pas en fiche de poste. J'essaie le matin, qu'est-ce que je vais faire, etc. C'est mouvant. Je peux côtoyer beaucoup de monde. Moi, j'ai la chance chez Rexel de pouvoir parler avec tout le monde, de pouvoir assister à des séances avec les investisseurs, écouter les directeurs financiers qui est juste au-dessus de moi, N+2. Dans mon cas, j'ai accès au PDG qui peut répondre à des questions très facilement, il est très accessible. On peut appeler des filiales. En fait, ce qui m'anime aujourd'hui, c'est que j'apprends tout le temps. Et même après 15-16 ans d'expérience chez Rexel, je n'ai pas fait le tour de la question. Si tu avais une baguette magique aujourd'hui, que tu pouvais faire évoluer un truc chez Rexel, que tu aimerais effectivement qu'il puisse changer rapidement, est-ce que tu as une idée d'un sujet bloquant aujourd'hui sur lequel ça avance pas assez vite, que tu voudrais voir évoluer? Oui, j'aimerais bien. Donc, depuis 2 ans, j'ai repris aussi les sujets parcours client sous le point de vue du paiement, les paiements sur le web. D'accord. Aujourd'hui, un client achète sur le web et paye hors web. Donc, paye à crédit par virement. Donc, je ne vais pas rentrer trop dans la technique, mais il y a des nouveaux moyens de paiement aujourd'hui. Ça s'appelle les virements instantanés, par exemple, ou du BNPL, Buy Now, Pay Later, qui sont connus dans le monde du B2C, mais qui ne sont pas encore très présents dans le B2B. Et donc, je travaille pour faire rentrer ces nouveaux sujets chez Rexel. Et pour faire comprendre qu'un client est content quand il a acheté la marchandise, mais aussi quand il a fait son acte de paiement de manière simple. Et donc, j'aimerais bien être un peu précurseur de ces sujets qui est en train d'arriver dans le marché. Et ça, c'est un problème d'adoption client ou c'est un problème de support technique pour l'instant? Les deux. Les clients doivent connaître les marchés, toute cette partie. Et après, adoption chez nous, c'est nouveau. Donc, comme toute nouveauté, il faut... Mais je n'ai pas envie d'avoir la baguette magique. Je veux faire ces projets avec toute la difficulté de la mise en place d'un projet. Sinon, c'est pas drôle. Ok. Non, mais moi, je trouve ça hyper passionnant parce que, et ça rejoint un petit peu ce qu'on se disait au début, ça permet aussi de mettre en exergue des sujets que vous avez aujourd'hui chez Rexel, qui ne sont pas le cas aujourd'hui d'un Thales ou d'un Airbus ou d'un LVMH, et ce qui rend finalement ton poste de responsable de la trésorerie, du credit management et des services de paiement, du coup, va falloir, le titre sera plus jamais assez long, du coup, mais ce qui permet effectivement de mettre en exergue qu'il y a des vraies différences et qui rend ton poste unique.
Et c'est peut-être aussi ça le secret de la longévité, de passer 15 ans dans une structure, Oui. d'avoir ce renouveau, etc. Donc je trouve ça vraiment, vraiment passionnant. Euh, il y a forcément donc cet environnement qui t'offre les possibilités d'évolution professionnelle avec les changements de périmètre que tu as connus, la montée avec des responsabilités managériales. Euh, il y a aussi nécessairement un socle de valeurs professionnelles. Moi, j'aimerais savoir un petit peu voilà, les valeurs qui te sont chères, celles qui t'ont permis d'évoluer et que tu cherches à incarner dans cette sphère professionnelle aujourd'hui. Mm. Bon, mes valeurs ne m'ont pas toujours servi, m'ont pas toujours aidé. D'accord. La valeur de la franchise, par exemple, être toujours transparent, ça c'est important. Mais c'est par Excel qui me l'a appris, c'est mon expérience qui m'a appris que il faut pas toujours dire ce qu'on pense. D'accord. Donc, moi, ce que je fais, je m'en cache pas, c'est en séance de coaching. Mais ça, il faut pas le faire quand on est junior. On le fait après 10-15 ans d'expérience. D'accord. Je trouve que c'est très important parce que ça remet un peu en question et notre posture. Ce qu'on pense vrai, parfois, c'est pas vrai. Et tout en restant moi-même, j'ai appris quels sont les codes pour vivre dans une société. Donc, si je peux donner un conseil pour qui peut le faire et pour qui le sent de le faire, c'est avoir un coach pendant quelques semaines. Il ne faut pas plus l'avoir pendant 5 ans, mais ça sert beaucoup. Après, les socles, très importants, et ça, je ne changerai pas. Ça ne veut pas dire que j'ai changé sur la partie franchise, mais c'est juste une question de posture. Comment être franc? C'est la loyauté. Moi, je pense que c'est très important que ça soit vers la hiérarchie, vers son équipe et diffuser ça au sein de l'équipe. Il faut qu'on soit loyaux entre nous. Qu'on se dise les choses pour travailler ensemble et qu'on s'entraide. Moi j'ai fait mes tâches et c'est que les miennes. Moi j'ai connu ça dans mes précédents postes et ça va pas du tout. D'accord. Donc il faut savoir être un peu polyvalent parce que tout le monde travaille pour le même but. D'accord. Donc voilà, loyauté, c'est dire les choses et s'entraider. Ok. Et la franchise, même si on arrondit un petit peu La les angles. franchise, il faut juste arrondir un peu les angles. Par D'accord. rapport à ma personnalité. Non, mais Je parle de moi. je partage complètement ce point de vue. Ça m'a pas toujours servi non plus parce que je suis quelqu'un aussi qui dit les choses parce que je pense que c'est important de faire ce qu'on dit et de dire ce qu'on fait. Et c'est vrai que parfois, on apprend, je pense aussi avec le temps, à habiller la vérité avec voilà, des choses qui sont plus faciles à entendre. Mais, On ne peut pas parler avec un collègue comme on parle avec un patron d'un pays. Et moi, c'était la même chose. C'est pas possible. Mais c'est très bien que ça soit changé. Et j'ai compris. Donc, on peut faire passer les mêmes vérités, mais de deux façons différentes. Et alors, pourquoi tu dis, est-ce que, tu vois, genre, typiquement, le coaching et l'accompagnement, c'est pas forcément quelque chose que tu verrais chez quelqu'un de moins expérimenté? Mais parce que c'est avec l'expérience qu'on se pose certaines questions. On ne se les pose pas avant. Je pense que pour un junior, c'est plus du monitoring qu'il faut. Donc, effectivement, c'est ce que nous avons chez Excel. Aller voir des gens qui sont là depuis longtemps et se faire un peu coacher, effectivement, sur les pratiques de l'entreprise, comment réussir des projets, comment se positionner avec sa hiérarchie, etc. Après, les coachings que je fais, c'est une personne externe qui répond à mes questions. C'est un peu comme un psy professionnel. Mais peut-être que je me trompe. Je pense que les coachings, il faut avoir un peu d'expérience. Ou il y a du coaching pour les juniors, mais pour moi, c'est plus du mentorat. Oui, alors, moi, je suis 100 % d'accord avec toi. Je pense qu'une entreprise devrait avoir une politique quand on atteint une certaine taille d'entreprise, qu'on a les ressources, qu'on a les moyens de le faire parce que c'est cher, mais d'avoir ce système de parrainage, de mentorat interne pour la transmission d'informations, de savoir-faire, d'adhésion aux cultures de l'entreprise. C'est des choses qui ont été beaucoup, beaucoup perturbées et beaucoup touchées avec justement le télétravail post-Covid. Et remettre des cercles comme ça d'influence, je pense que c'est stratégique pour permettre aux personnes de se projeter sur du long terme dans une entreprise. Et ça, c'est vraiment les solutions internes.
Et après, par contre, sur le coaching, moi, je sais que quand je travaille sur des projets de recrutement et que je finalise un recrutement avec une entreprise et un nouveau collaborateur, je propose toujours aux collaborateurs de se mettre en relation avec une personne avec laquelle je travaille qui est coach professionnel sur pour faciliter finalement la prise de poste. La prise de fonction, c'est un moment stratégique qui, si elle est mal faite, peut être compliqué et parfois, malheureusement, toutes les entreprises n'ont pas les ressources dédiées en interne pour faire en sorte que l'onboarding se passe très bien. Donc, je pense qu'il y a des sujets de coaching sur lesquels, même en étant junior, ça vaut le coup d'être accompagné parce que moi, je vois le coaching comme un catalyseur où ça nous aide à prendre conscience de certaines problématiques voilà, qu'on n'aurait pas forcément pensé si on avait été tout seul maître du bateau. Mais je pense qu'effectivement, tu as raison, certaines problématiques qui méritent un certain niveau d'expérience pour pouvoir justement intellectualiser les choses, avoir de la seniorité, avoir du recul, qu'on a moins forcément quand on est plus junior. Ok, super. Et aussi, si je peux me Bien permettre, c'est sûr. sortir de l'opérationnel. Quand il y a une dimension, je deviens responsable, j'ai un plus large scope. Il faut savoir apprendre à laisser un peu son bébé parce que nous l'avons bâti, donc c'est compliqué, hein, savoir déléguer et c'est dire quelqu'un d'autre va le faire différemment de moi. Et donc, les coachings servent aussi à pouvoir lâcher prise et à faire confiance aux autres. Ah oui, C'est important. Je comprends tout à fait. Tu parlais justement de cette posture managériale où tu passes dans un autre prisme de réflexion. Pour toi, justement, dans ta carrière, qu'est-ce qui est déterminant pour toi dans cette évolution, justement, et pourquoi est-ce qu'on est venu te chercher toi pour ce poste-là, peut-être plutôt qu'un autre de tes collègues dans l'équipe? Personnellement, donc c'était il y a 15 ans, donc je pense qu'il y avait, je ne me rappelle même plus qui était là à la place dans l'équipe. Je sais juste que la RH ne voulait pas de moi. D'accord. Parce que trop junior, parce que j'avais jamais fait la trésorerie vraiment d'une grosse entreprise, parce que trop rêveuse peut-être, parce que trop franche, il n'y avait rien qui allait. Donc, je n'avais pas passé les castings des RH. On m'avait recruté directement à Excel, hein, ce n'était pas un cabinet de recrutement qui m'avait appelé. Après, mon premier responsable, le responsable qui m'a embauché, m'a fait confiance. Alors, je ne sais, il a bien aimé ma franchise, donc c'est une question aussi des relations humaines. Il avait vu, je me rappelle encore que j'avais fait 12 ans de patinage artistique et il avait dit elle va au bout des choses. Et donc, j'ai envie de lui faire confiance. Et voilà, c'était. Donc de la ténacité finalement, et puis Oui, après un fit avec un manager qui t'a fait confiance voilà, pour te propulser après sur ce rôle-là. exactement. Après, je pense qu'aujourd'hui, c'est différent. C'est d'autres soft skills qu'on cherche. Le monde a changé aussi. Je ne veux pas non plus dire que je suis très vieille, mais quand 15 ans sont passés et le monde a changé. Et alors toi justement, du coup, quand tu recrutes aujourd'hui pour tes équipes, qu'est-ce que tu vas chercher? À quoi est-ce que tu vas être attentive? Qu'est-ce qui va faire que tu vas avoir rencontré un candidat qui va retenir plus ton attention plutôt qu'un autre? Ah, c'est vraiment pas facile de recruter. Je pense que je me suis plantée aussi. Enfin, je sais pas que je pense, c'est vrai. J'ai eu des mauvais recrutements parce que c'est compliqué, mais c'est pas à vous que je le dis. Vous êtes recruteur. Donc, qu'est-ce que je cherche? Je cherche avant tout une personne pétillante, quelqu'un D'accord. qui montre qu'il y a de la personnalité. Quelqu'un sous les basiques qui s'est un peu informé de qui est Excel, donc qui débarque pas là en sachant rien du tout sur la société et qui pose des questions. Ça, c'est D'accord. important parce que pas de questions, pour moi, pas d'intérêt. L'entretien s'arrête tout de suite. Et après, quelqu'un qui, même s'il n'y a pas la base des connaissances techniques, parce D'accord. qu'on embauche aussi des juniors, on leur fait confiance, il faut bien commencer par quelque chose, on l'a fait avec moi. Quelqu'un qui soit très curieux, qui a envie d'apprendre, parce que c'est un métier qui, bien sûr, il faut des bases des connaissances financières. Donc, un peintre, je le vois mal faire ça. Pourquoi pas? On peut toujours se reconvertir. Mais si on a une base de finances, on peut apprendre le métier. D'accord. Donc, c'est plus en personnalité que je cherche que des compétences OK. Donc ça, c'est vrai techniques. effectivement du coup pour les recrutements sur les profils peut-être plus juniors, à Oui, qui effectivement tu vas,
donner plus la chance à partir du moment où tu vois ces soft skills qui les animent avec l'intérêt et les marques de curiosité que tu recherches. Et je comprends parfaitement effectivement ce que tu veux dire sur voilà, quelqu'un qui arrive, qui pose des questions, qui s'intéresse, qui va chercher à challenger presque finalement la vision que tu as et puis ta roadmap pour ton équipe. Moi, je trouve que c'est quelqu'un qui a fait peut-être 50% du job de l'entretien, quoi. Après, c'est présenter effectivement son parcours de manière Structuré, oui. intelligible, structurée, etc. OK. Et alors, sur les profils plus seniors, est-ce que dans ton équipe, j'imagine que tu as quand même des relais, hein, tu as une grosse équipe aujourd'hui. Si demain tu devais recruter un relais, comment est-ce que tu vois les choses? Bah, il faut la base technique, ça c'est sûr. Donc, il faut que la personne soit autonome. Si on passe à 5 ans d'expérience, par exemple, il faut qu'il soit autonome. Après, ce que je peux lui apporter, c'est effectivement la connaissance de la société, la connaissance des différents départements, les mindsets de la culture de la société. Euh, et ce que j'ai dit aux candidats, c'est je suis là pour vous et vous êtes là pour moi. Donc, nous sommes une équipe, je vous laisse en autonomie, je vous fais confiance. Voilà, donc un socle de connaissances, si on embauche un senior, c'est normal qu'on s'attend qu'il sache faire le métier presque tout de suite. C'est sûr. On est Après, d'accord. on a vu que typiquement, il y a des disparités entre la trésorerie chez LVMH, la trésorerie chez Airbus et la trésorerie chez Excel. Il y a forcément une partie, peut-être des problématiques qui sont les vôtres aujourd'hui chez Excel, qu'il n'aura pas forcément vu, sur lesquelles il va avoir besoin effectivement soit d'un temps d'adaptation ou en tout cas de Bien transmission sûr. d'informations. Bien sûr, c'est pour ça que j'y suis là, c'est pour ça que le reste de l'équipe est là. C'est pour ça que j'ai dit, il y a un socle commun. Vous allez chez LVMH ou chez Excel, c'est la même chose. Maintenant, c'est la culture d'entreprise et quelle est notre roadmap. Et ça, il ne peut pas le savoir. C'est clair que nous sommes là pour accompagner. OK. Quel conseil est-ce que toi tu pourrais donner voilà, à un jeune diplômé qui voudrait s'intéresser au métier de la trésorerie, peut-être en voyant ce podcast, cette interview, se dire ah, j'aime la passion dont Romy fait preuve quand elle parle de son métier. Comment est-ce que je peux faire ça? C'est quoi un petit peu le chemin pour devenir responsable de la trésorerie d'une boîte qui fait 20 milliards? Alors moi, je pense il faut essayer de tourner un peu au sein de la trésorerie parce D'accord. qu'un trésorier a vu beaucoup de facettes de ce métier. Donc, vous avez quelques années à passer en cash management, donc tout ce qui est flux, réconciliation bancaire, prévision. Après, vous pouvez passer en front office, donc faire tout ce qui est échange, taux, donc faire des opérations avec les salles des marchés des banques. C'est celui que le cash manager ne fait pas. Donc, c'est deux profils différents. D'accord. Vous avez les profils back-office, c'est lui qui confirme les opérations de middle office, d'échange, pardon, front office, échange taux et des financements. Vous avez les financements, donc savoir émettre ce que moi je n'ai pas fait, donc c'est encore une autre dimension à acquérir. Comment émettre des émissions obligataires, comment mettre en place un bilatéral de financement avec une banque, comment mettre en place un programme de titrisation. Donc ça fait partie aussi des facettes d'un trésorier. Ensuite, il peut partir sur la partie crédit management, c'est en prolongation quand même de la trésorerie, donc aller voir les problématiques de encaissement client, comment octroyer du crédit, ou pour qui ne fait pas de crédit, si on est une entreprise B2C, comment c'est confronté aux clients, qu'est-ce que c'est un DSO, tous ces KPI qui font partie quand même de la liquidité. Ensuite, je pense qu'il y a deux choses. Soit on veut continuer en vertical, donc devenir directeur du financement à la trésorerie, et donc, on veut rester dans les domaines. Soit, comme certaines personnes de mon équipe ont fait quelques années chez moi, D'accord. et après, ils ont voulu aller en contrôle gestion. J'en ai eu deux. Un qui est parti aux États-Unis. Son rêve, c'était partir aux États-Unis. Donc, avec la filiale américaine, on a pu les prendre là-bas. Donc, aujourd'hui, il est épanoui, il est contrôle gestion. Un autre qui est parti en France, et donc il est à Nantes aujourd'hui, il fait aussi le contrôle gestion. Le premier contrôle gestion financier, l'autre plutôt commercial. D'accord. Et donc, ce que je veux dire, c'est un trésorier qui part après vers le contrôle gestion, il a la possibilité de devenir, par exemple, directeur financier. Je pense que la case contrôle gestion est obligée pour faire ça. D'accord. Donc, ça dépend qu'est-ce qu'on veut faire. Soit rester là, mais c'est vaste quand même.
soit se diriger vers les contrôles de gestion et je pense que c'est un parcours gagnant pour qui veut devenir directeur financier. D'accord. Donc on a cette vision finalement très, d'un côté, expertise sur les sujets de la trésorerie et on le voit dans tous les cas, notamment à travers tous les exemples que tu viens de donner et l'extension de ton scope aussi, puisque donc trésorerie, cash management, moyens de paiement. Et tu me dis que finalement, c'est un petit bout de la lorgnette. Donc, il y a toute cette voie de l'expertise et finalement, malgré tout, la possibilité d'aller évoluer vers d'autres métiers de la finance dans une direction financière et de créer un profil avec les compétences nécessaires pour devenir directeur financier demain. Non, mais c'est hyper intéressant d'avoir cette vision globale, ce transfert de compétences. C'est super en plus d'être dans une structure comme Rexel aujourd'hui qui permet d'aller de favoriser en tout cas ces transferts et ces mobilités internes. Ça, c'est sûr que c'est une vraie force d'être dans un grand groupe comme celui-ci. Et j'ai oublié aussi la casquette IT. Hein. Il faut savoir qu'un trésorier, selon moi, un vrai trésorier un peu hybride, parce que nous avons beaucoup de projets. Nous devons parler avec l'IT et pas juste dire je veux ça, faites-le. Non, ça ne marche pas comme ça. Il faut savoir parler leur langage parce que le département informatique, pas toutes les trésoreries ont un département informatique intégré dans l'équipe même. Et donc, on peut avoir aussi cette double casquette et qui a envie d'explorer un peu plus cette partie pourrait se diriger vers des départements de transformation des départements financiers. D'accord. Donc ça, c'est une autre évolution. Moi, j'aime beaucoup cette partie. La mise en place des projets, comment transformer en société, une entreprise, des départements ou aller vers le digital. Donc, on crée les postes, je pense. On crée son propre poste et après, on peut se diriger facilement selon l'appétence qu'on a. Alors, c'est vrai aussi que les métiers de la trésorerie, d'avoir un service trésorerie, c'est généralement le cas que dans des structures qui commencent à avoir une certaine taille. Avant, c'est souvent des fonctions qui sont intégrées généralement soit des contrôleurs de gestion et soit des directeurs financiers. Et c'est vrai que du coup, on voit la cohérence dont tu parlais tout à l'heure dans le transfert de compétences et le parallélisme de compétences. Et d'avoir cette vision projet, c'est effectivement hyper intéressant. Ce qui m'emmène finalement à cette dernière question, mais qui pour toi quelles sont plutôt les grandes évolutions du métier de la trésorerie et les compétences peut-être nécessaires pour évoluer vers ces métiers-là demain. À quoi ça va faire appel pour toi? Donc, c'est la digitalisation et tout ce qui est l'automatisation aujourd'hui. Donc, il faut avoir des compétences, il faut avoir de l'appétence, pas des compétences, l'appétence pour tout ce qui est outils innovants. L'intelligence artificielle, on ne peut pas échapper de ça. Hein. Ça va être ChatGPT. Nous avons Rexel GPT que nous allons peut-être mettre en place ou lancer bientôt pour tout le monde. Donc ça fait partie, c'est des outils importants, mais il faut savoir les utiliser et aller vers ces outils. La gestion des risques, dans un monde qui change, avec des économies instables, politiques instables, etc. Ça, c'est la base, il faut toujours s'informer, donc ça fait partie des compétences en trésorier. La finance durable, tout ce qui est ESG maintenant, ça rentre dans notre quotidien parce que nous avons des KPI quand on fait des émissions obligataires, du financement. On met des KPI pour pouvoir dire au marché, nous serons capables de diminuer par exemple, les émissions CO2 d'ici X années. Voilà nos engagements, aussi sur tout ce qui est inclusion, diversité. Ça rentre dans les KPI dans le trésorier maintenant, dans le financier. Et ensuite, les compétences stratégiques, analytiques, ça, c'est le b.a.-ba d'un trésorier. OK. Non, mais effectivement, donc il y a ces compétences fondamentales qui sont inamovibles et où on aura toujours besoin d'avoir cette valeur ajoutée et cette capacité d'analyse finalement des chiffres qui sont sortis par une machine. Alors, peut-être que demain, ils seront plus facilement sortis par une machine qu'aujourd'hui. Et puis après, effectivement, tu as raison, je pense les évolutions vers les enjeux ESG qui feront tri naturellement demain entre les acteurs compétitifs et ceux qui le seront moins. Est-ce que ça veut dire pour autant que des personnes qui sont aujourd'hui dans des parcours de formation doivent privilégier justement peut-être des formations qui vont avoir inclus dans leur programme ces notions de ESG, ces notions de programmation Oui, je pense. Ouais. Je pense que c'est une étape obligée, oui.
Sinon, ils feront des formations dans les entreprises eux-mêmes ou peut-être vont rater des opportunités professionnelles parce qu'ils n'ont pas cette casquette ou sinon ces bagages des connaissances. Oui, c'est important. Super, parfait. Est-ce que tu vois autre chose, d'autres sujets qu'on n'aurait pas forcément abordés ensemble? Non, je pense que nous avons fait un tour complet, mais on pourrait parler pendant des heures de ces métiers passionnants. Bon, super. Merci beaucoup en tout cas. Merci à toi. Merci d'avoir trouvé le temps de prendre la parole sur le sujet. J'ai été super heureux de te recevoir. Je te souhaite une excellente continuation et puis j'espère que nos chemins se recroiseront rapidement. Merci beaucoup. Merci. À toi. Et pour ceux qui nous écoutent, merci d'avoir découvert avec nous le métier de directeur de la trésorerie. J'espère de tout cœur avoir pu répondre à vos questions et à vos interrogations pour vous permettre de vous projeter dans votre carrière professionnelle. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé et à nous indiquer quel métier vous souhaiteriez voir analyser ensuite. C'était l'entretien Berthois Conseil. Merci pour votre écoute. Si cet épisode a suscité des questions chez vous, n'hésitez pas à nous les adresser par mail ou sur LinkedIn et à consulter notre site web pour toutes les questions de gestion de carrière et de recrutement en finance. Et pour ne rater aucune sortie, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et partagez l'épisode pour nous aider à transformer le monde de la finance.